séminaire sur les 36 rituels de l'Arche d'Alliance et cassette numéro 1. Alors, que vous suiviez ce séminaire sur la cassette ou que vous suiviez ce séminaire en direct, si vous avez des questions à poser, vous n'hésitez pas. Alors, il y aura deux formes de questions que vous aurez à poser. Pendant le débat, auquel cas, par moment, je m'arrêterai pour vous demander si vous avez ces questions à poser, auquel cas vous les posez. Sinon, si vous avez des questions pendant que je suis en train de parler, vous les notez par écrit et vous les passez à Bernadette, à ce moment-là, qui me les transmettra. Bon. Et puis après, quand vous serez reparti, puis quand vous commencerez à travailler la semaine prochaine et la semaine d'après, vous aurez sans doute des questions. Vous n'hésitez pas à me téléphoner pour me les poser. Donc de préférence par ce moyen plutôt que par écrit, parce que vous risquez d'attendre longtemps si vous me faites une petite lettre. Et si vous attendez que je vous réponde. Vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand je vous répondrai un petit mot vous disant « appelez-moi ». Donc vous téléphonez directement et vous n'hésitez pas à me déranger s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez besoin d'une précision ou pour toute autre raison. Donc le séminaire, on le commence maintenant, mais ce que j'espère, c'est qu'on ne le finira jamais. Voilà. Alors c'est pareil, si vous faites des expériences, parce que c'est ça le but du jeu, c'est que vous suiviez un séminaire, vous allez apprendre une méthode, et après, il va falloir la pratiquer, il va falloir l'utiliser. Et si vous l'utilisez, il va se passer des choses, et vous aurez des questions à me poser, vous aurez une espèce de contact permanent avec vous. Voilà, de contact, et il faudra me téléphoner pour me dire, voilà, j'ai fait telle expérience, il s'est passé ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, comment ça fonctionne. Moi, ça me permet d'avoir un retour sur information, donc de savoir ce que vous faites, mais également, et c'est la méthode qu'on emploie depuis le début de ces stages, de savoir ce que vous allez pouvoir vous obtenir. Parce qu'il n'y a pas que moi qui dois faire les rituels et que moi qui dois obtenir des résultats, il est important que vous obteniez des choses. Et aussi bien pour notre évolution à tous, on va un peu avoir besoin de savoir ce que vous obtenez, ce que j'obtiens, ce que Bernadette obtient, etc. Donc surtout, je vous engage à me téléphoner. Alors, l'équilibre des forces. Le problème de l'ésotérisme, c'est qu'on aborde toujours l'ésotérisme trop à droite ou trop à gauche. Non sur le point politique, mais sur le point de vue de l'équilibre des puissances. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont être très tournés vers le spirituel et qui vont en oublier le matériel. Et d'autres personnes qui vont être très tournées vers le matériel et qui vont en oublier le spirituel. Or, tous, on penche d'un côté ou de l'autre. Et ce qui va convenir, c'est de rétablir un équilibre, c'est de suivre, comme disait Bouddha, la voie du juste milieu. Donc, nous sommes anti-extrémité et nous sommes pour centraliser les forces. Parce que c'est du point central qu'on va pouvoir agir, soit sur un plan spirituel, soit sur un plan matériel. Alors, quand on a un arbre qui se développe, on a la terre, qui va être en bas, et puis on a le ciel qui va être en haut. Et comment se développe notre arbre? Notre arbre va pousser ses racines vers le sol et va pousser sa tige vers le ciel, ainsi que son feuillage. Or, d'autant plus l'arbre va monter en hauteur, d'autant plus il devra enterrer profondément ses racines, parce qu'autrement, à la première tempête, il se couche, il meurt. Alors, les deux caricatures qu'on a sur le plan spirituel, c'est des gens qui vont développer une toute petite branche avec d'énormes racines. Ça va être, disons, les sorciers. Et eux, ils vont avoir un grand pouvoir dans la matière, mais ils ont tellement une petite antenne spirituelle qu'ils vont se retrouver, comme on dit la tradition, mangés par le diable, c'est-à-dire victimes des propres forces telluriques qu'ils vont avoir déclenchées. Et d'un autre côté, on va avoir des gens qui vont essayer de développer un énorme tronc, un énorme feuillage, avec 3 toutes petites racines. Et dès qu'il y a un coup de vent, l'arbre se couche. Alors ce qu'il va falloir
que nous fassions dans l'ésotérisme et dans l'aspect initiatique des choses, c'est développer harmonieusement les racines et le feuillage. Pour celui qui développe son feuillage très haut vers le ciel, il est très dur de travailler ses racines parce qu'il n'a pas envie de le faire. Pour lui, c'est le spirituel qui compte, pas les racines. N'est-ce pas? Et à contrario, pour quelqu'un qui veut de grands pouvoirs magiques pour dominer, avoir des cohortes d'esprit à son service, bah lui, il va essayer de développer des racines, mais il n'a pas compris qu'en développant une maigre tige vers le ciel, bah, il va se couper de toutes les influences qu'il recherche en fait. Parce que le vrai pouvoir, bah, il va être justement d'être en harmonie entre les forces telluriques, que l'on pourrait presque appeler, ou que l'Église a appelé les forces des ténèbres, mais à bien comprendre, et les forces spirituelles, les forces du ciel. Donc, c'est une harmonie entre les deux qui va nous permettre d'avancer. Alors, on va travailler un petit peu ce matin justement sur ces forces telluriques, savoir comment les capter, comment les travailler, et puis cet après-midi et demain, on va travailler sur les forces plus spirituelles, parce que ces forces telluriques, comme elles sont de nature beaucoup plus physique, avec une méthode physique, on va pouvoir les capter relativement facilement. Donc c'est plus facile, quelque part, quand même, de développer des racines que de monter en haut. Bon. Et les 3/4 du stage seront sur le développement du feuillage, qui est le 36, qui est cet aspect de théurgie, d'appel aux forces spirituelles, qui va nous permettre de faire descendre les anges, entre guillemets. Mais ces anges ne vont descendre que si on a un potentiel énergétique suffisant pour les tenir. Quand on fait descendre une puissance spirituelle, il faut un vase, il faut un Graal pour pouvoir recueillir ce sang qui descend d'en haut. Mais si à la place d'un Graal, on a une passoire, comme dans ce cas-là, bah, les forces, voilà, on est gâtés, les forces spirituelles vont venir, mais elles vont traverser notre passoire et on ne pourra pas en retenir, on ne retiendra que quelques gouttes, à cause, je dirais, de la méconnaissance globale de ce phénomène d'équilibre. Et on s'aperçoit dans la tradition du Saint Graal, de la quête du Graal, puisque ici on est sur la terre de Brocéliande. Or, c'est toute la légende de Merlin l'Enchanteur, de Arthur. Qu'est-ce que fait Arthur? Arthur va chercher le Saint Graal qui a, dit-on, recueilli le sang du Christ. Sur un plan symbolique. Le Saint Graal est taillé dans une émeraude sainte tombée du front de Lucifer. Déjà, c'est curieux comme symbolique. Mais c'est une émeraude. Donc, le Saint Graal est vert dans sa couleur. Or, le vert est la couleur du tellurisme, et la couleur du sang du végétal. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Saint Graal? Eh bien, il y a le sang du Christ, qui lui va être rouge. Alors là, on a la symbolique, voilà, du rouge et du vert, c'est-à-dire des puissances spirituelles qui viennent d'en haut et des puissances telluriques qui viennent d'en bas. Et on ne peut récolter ce fameux sang du Christ, qui est, nous dit la tradition, le breuvage d'immortalité, que si on a un Graal. Donc on va d'abord devoir travailler sur la fabrication de notre Graal, c'est-à-dire la fabrication de notre corps d'énergie tellurique, pour que, quand les forces spirituelles vont descendre, elles puissent être maintenues, on puisse les conserver, les garder. Il y a une autre aparté aussi, c'est que d'autant plus on aura un Graal qui sera important, d'autant plus les forces spirituelles seront attirées de manière puissante. C'est comme l'orage. Quand vous avez un éclair, l'éclair ne tombe pas du ciel au hasard. C'est une autre symbolique. On s'est aperçu que l'éclair tombe soit sur les pointes, donc il faut déjà devenir une pointe pour l'attirer, mais les éclairs, les orages sont également attirés par les lieux telluriques, donc par les points d'émergence tellurique. Donc, le feu de la terre attire le feu du ciel. Et
si on arrive à réaliser en soi-même, en nous, cette descente d'énergie, ce mariage des deux puissances, eh ben, on va réussir à faire une espèce de griffon, c'est-à-dire, comme nous dit la tradition, qu'est-ce que le griffon? Le griffon, c'est un animal, mais qui est composé de deux ou plusieurs animaux, dont une tête de lion, un corps d'aigle ou vice-versa. C'est-à-dire un mixage entre deux puissances, une charnière entre deux mondes, qui va nous donner une troisième forme d'énergie. Donc, ce mariage entre ces deux énergies vont permettre d'en avoir une troisième qui sera en fait le début de notre corps de gloire, le début de notre embryon. On y reviendra sur ce fameux corps d'énergie ou corps d'immortalité. Alors ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est que dans la légende de la quête du Saint Graal, le breuvage, donc le sang du Christ qu'on va boire de ce Saint Graal, donne l'immortalité. Alors est-ce que ça donne l'immortalité physique? J'ai des doutes là-dessus. Est-ce que ça donne une immortalité spirituelle? C'est plus comme ça qu'il faut l'entendre. Mais qui dit immortalité spirituelle ou qui dit recherche d'une immortalité spirituelle signifierait qu'on ne l'a pas au début. D'où, on y reviendra cet après-midi, sur un petit peu tous les rouages au niveau de la réincarnation ou pas réincarnation ou comment comprendre le système. Mais si on a des alchimistes qui, durant toute leur vie, cherchent l'élixir d'immortalité ou l'élixir de longue vie, la pierre qui donne la vie, ça veut dire qu'on ne l'a peut-être pas au démarrage et qu'il faut l'acquérir. Voilà, on va laisser ça en suspension. Alors en fait, on pourrait considérer qu'on a des forces qui vont être signées du plus, en haut, forces spirituelles, et des forces qui vont être signées du moins, qui sont en bas, forces telluriques. Le plus et le moins, comme sur une boussole, sont complémentaires et non pas opposés. Ici, il n'y a pas de notion de bien ou de mal. Parce qu'autrement, ce serait une vue un petit peu facile. On va mettre le bien sur le spirituel et le mal sur le tellurique. C'est la séparation de l'Église. C'est ce que l'Église nous enseigne. Tout ce qui est spirituel, c'est bien. Tout ce qui est tellurique, c'est mal. Et nous avons Saint Georges ou Saint Michel qui terrasse le dragon. On a la Sainte Vierge qui met le pied sur la tête du serpent. Mais la Sainte Vierge ne tue pas le serpent, puisque dans la représentation, elle a le pied sur sa tête. Le serpent est là. Dans Saint Michel ou Saint Georges, il terrasse le dragon, mais il ne le tue pas, puisque dans la représentation iconographique ou dans les statues qu'on trouve, on a toujours ce fameux Saint Michel qui terrasse le dragon, il n'arrête pas de le terrasser. Sinon, ça fait longtemps que le dragon aurait disparu. Donc, vous avez les puissances de Dieu et les puissances du dragon que les églises ont diabolisé. Et pourquoi les églises ont diabolisé cet aspect de l'énergie? Parce que le pouvoir se situe dans les racines, quelque part. Donc le pouvoir est dangereux, parce que seule l'Église chrétienne, apostolique, universelle, etc., a le droit de posséder le pouvoir. Alors ce qui est très curieux de constater, c'est que eux, ils ont mis un interdit sur les forces telluriques en disant c'est diabolique, il ne faut pas y toucher. Par contre, quand ils ont construit des églises ou des cathédrales, ils se sont arrangés pour les mettre sur des lieux telluriques. Donc, je dis aux autres de s'abstenir, mais moi j'utilise la force du serpent ou la force du dragon. Parce que moi j'ai le droit, et pas vous. Diviser pour mieux régner. Comment? Diviser pour mieux régner. Oui, diviser pour mieux régner, et surtout couper les racines pour qu'il n'y ait pas le pouvoir. Donc on se retrouve aujourd'hui avec une spiritualité qui va être tronquée de ses racines, donc qui a du mal à supporter les charges qu'elle va déclencher, et puis qui va avoir un manque à ce niveau-là. Donc, pour en revenir à ce qu'on va voir à l'instant, on va travailler nos racines de manière à avoir un équilibre. C'est pareil, l'Église nous a dit l'argent c'est mal, le tellurisme c'est mal. Alors, une anecdote, le singe est un animal diabolique, comme vous le savez tous, parce que le singe est grimaçant, il imite l'homme
il va voler, si vous en avez un dans votre maison, il va tout vous déchirer dans votre maison. Donc, le singe a été considéré comme animal diabolique. Par contre, la colombe ou l'agneau sont des animaux purement spirituels, bien entendu. Alors ça, c'est la tradition chrétienne, européenne, occidentale, si on veut. Dans la tradition chinoise, c'est le contraire. Le singe est considéré comme un animal proche de l'homme, donc ayant sa sainteté. Alors toutes ces histoires-là au niveau des animaux sont très, très intéressantes, très amusantes, mais le singe, c'est un petit peu les racines telluriques de l'homme. Donc, on le diabolise pour éviter qu'on s'en serve. C'est comme tous les animaux, bon, on va pas faire de totémisme aujourd'hui, mais tous les animaux sataniques du style le chat noir, la chouette, le hibou, le crapaud, etc., etc., bon, sont des animaux qui sont un peu magiques, qui sont du domaine des racines, qui sont du domaine du tellurisme, et on les a diabolisés, encore une fois, pour empêcher qu'on s'en serve, pour nous couper les racines. Alors, c'est vrai que tout ce qui est totémisme, c'est plutôt de nature tellurique, et tout ce qui est 36 va plutôt être de nature spirituelle. Mais encore une fois, les deux vont pouvoir s'harmoniser. Alors, nous avons à notre disposition deux sources de tellurisme. Une source de tellurisme indifférenciée, qui est l'énergie planétaire qui va émaner du centre de notre Terre, dont on va pouvoir, la source sur laquelle on va pouvoir se brancher et dont on va pouvoir s'abreuver. Et on a une autre source d'énergie tellurique, plus significative, plus signée, qui sont les égrégores des animaux. Et sur lequel on peut aussi se brancher et travailler. Des animaux physiques ou... Animaux physiques, ouais. Physiques. Animaux physiques qui peuvent devenir des totems. En ce sens, le dieu crocodile, il devient un totem parce que... mais il faut qu'il soit physique. Ce ne sont pas des animaux symboliques, ou je dirais, ou chimériques. Ça, c'est autre chose. Alors aujourd'hui, on ne va pas parler des totems parce que on en a pour des jours et des jours, mais on va parler de la technique qui va nous permettre d'accumuler en nous une forme de tellurisme et qui va nous permettre justement de nous faire des racines. Donc on commence par se faire des racines. Alors. Si on reprend succinctement la création du monde. On va faire ça très très vite parce que peut-être on y reviendra un petit peu plus cet après-midi. On a deux forces globales qui sont en train de jouer. On a un océan universel d'éther, donc un océan divin, spirituel, de force uniquement spirituelle, que nous on va appeler éther. Et puis à un moment, il y a un miracle qui se produit. Dans cet éther, dans ce manteau spirituel, il y a une concentration plus importante de flux d'éther en un point. L'éther afflue. Comme on est ici dans le corps de Dieu, Dieu ne peut créer à ce niveau-là que dans son propre corps, que de sa propre nature. Donc, affluence d'éther. Ça va finir par former une sphère. Et dès l'instant où on a des forces centripètes qui se concentrent sur l'intérieur de cette sphère, dès l'instant où on va comprimer cette puissance spirituelle, eh bien, il y a une loi physique toute simple qui veut qu'il y a une force qui va s'opposer, qui va partir du centre, qui va être la force centrifuge, et qui va tendre, qui par la pression va pousser vers l'extérieur. Et là, nous avons l'apparition des deux principales énergies constitutives de notre monde, l'énergie spirituelle rouge plus, et l'énergie tellurique verte, signée du moins. Et nous avons ici la révolte
des anges rebelles. Énergie est comment la deuxième? Et la deuxième, comment? Énergie. Énergie moins tellurique. Oui. Et verte. Et c'est la révolte des anges rebelles. C'est, on va arriver sur les détails, mais c'est Adam et Ève chassés du paradis. C'est la faute. C'est, etc., etc. Le péché, voilà, le péché originel. La première révolte, et certains disent, heureuse révolte, sans laquelle nous n'existerions pas. Et c'est une des raisons aussi pour laquelle on a un peu diabolisé tout ça, parce que ce sont des énergies qui sont en opposition avec le ciel. Et après, sous leur forme physique, eh bien si le cercle bleu que j'ai tracé au tableau représente la Terre, notre Terre concrète, on va avoir sur cette Terre des énergies qui vont arriver là du ciel, d'en haut, de l'extérieur, et on va avoir des geysers d'énergie tellurique qui vont ressortir et qui vont compenser ces forces spirituelles. Compenser. Mais pas totalement, parce que c'est vrai que si... Quel est le plus fort entre les deux? Est-ce que c'est les forces rouges qui arrivent de l'extérieur ou est-ce que c'est les forces vertes de l'explosion qui arrivent de l'intérieur? Bah les deux, hein. C'est les rouges. Quelle est la plus forte? C'est les rouges. Pour un équilibre? Oui. Dans l'ensemble, en globalité. Dans l'ensemble, voilà. Oui, c'est le rouge ou un bleu palais. C'est les rouges, parce que si c'était les verts, il y aurait une explosion de la Terre et plus rien n'existerait. Oui, oui. Il faut que ça se maintienne. Oui. Bon. Et on s'aperçoit après que ces forces vertes, il y a tout un tas d'articulations de rebond, parce qu'elles vont rebondir à nouveau contre les forces rouges, etc., etc. Et donc là, on a des forces qui viennent de l'extérieur, donc plus, et des forces qui viennent de l'intérieur, donc du sous-sol, de notre sol, et qui sont les forces telluriques dont il faut nous nourrir. Parce que ces forces telluriques nous permettent d'être en bonne santé, nous permettent de faire fonctionner nos organes correctement, nous permettent de compenser la fatigue, nous permettent de vivre. C'est l'aspect, en alchimie on dirait l'aspect mercuriel du problème. Alors que les forces rouges, les forces spirituelles, sont l'aspect soufre du problème. Le soufre étant l'esprit, le mercure étant la matière. Soufre, c'est l'esprit, et le mercure, c'est la matière. Alors, ce dragon, eh bien, nous allons commencer à aller le chatouiller. On peut s'apercevoir également que dans les contes de fées, le héros va toujours embêter le dragon. Parce que, voilà, il y a encore une symbolique. Bon, si vous pouvez vous y pencher, parce que c'est des choses très très intéressantes. Le chevalier est obligé de se battre contre le dragon pour après aller épouser la belle princesse. Alors, qu'est-ce que représente la princesse? Peut-être les forces rouges, le dragon, sans doute, les forces vertes, et puis le chevalier, c'est nous, c'est aussi bien l'homme que la femme qui va cheminer sur le plan initiatique et qui va automatiquement rencontrer un obstacle. Le premier obstacle, donc, c'est la méconnaissance des forces. Parce que ça, c'est rarement expliqué dans les livres et c'est à la vue de tout le monde sous forme symbolique, mais on n'en parle jamais sous forme concrète et au niveau de la manipulation. Donc il faut affronter les forces vertes pour arriver au cœur du problème et pour arriver à descendre les anges, donc à rencontrer le ciel sous la forme de la jeune princesse qu'il faut épouser. C'est un peu les histoires d'Osiris, d'Isis, etc. Tout le système se boucle. Et on s'aperçoit dans les traditions qu'on parle toujours de la même chose. Mais c'est à l'homme de le comprendre. Et on a du mal à le comprendre parce que si à l'époque des Égyptiens, on n'avait pas le mental qui nous bloquait, si à l'époque du Moyen-Âge, les gens, ils étaient assez... Ils comprenaient les symboles, ils comprenaient les paraboles. Aujourd'hui, on ne comprend plus les paraboles parce que notre mental va nous bloquer. Alors aujourd'hui, on est dans une civilisation où, en tant qu'apprenti magicien, on a un gros problème, c'est que
Quelqu'un qui va vivre dans sa brousse, dans sa forêt profonde, va instinctivement avoir contact avec les forces de la nature, avec les forces occultes. Mais nous, civilisés, mentalisés, on va avoir un barrage par rapport à ces forces qu'on va avoir du mal à sentir. Et si on les sent, on va les sentir au travers du prisme de notre mental et on va avoir une espèce de déformation. Comme dans une espèce de loupe, comme dans une vitre, on va déformer le rayon. Même par les rêves. Oui, parce que nos rêves vont être baignés dans notre mental, dans nos croyances, dans ce que l'on croit. Bon là, on est en train de casser des tabous chrétiens, je dirais des tabous en disant que bon, le démon n'est pas ce qu'on pense, etc. D'ailleurs, un truc très amusant, c'est que les Grecs nommaient les forces telluriques ou les forces animales, ils nommaient ça des daimons. Bon, et les chrétiens en ont fait des démons. C'est vrai que quelque part, ce sont des forces qui peuvent être dangereuses, mais de là à aller en faire des forces démoniaques, parce que dans ces histoires spirituelles, il n'y a pas de démons. À l'extrême, les démons n'existent pas. Le diable n'existe pas. Le diable n'a pas sa place dans la création. Par contre, il y a des hommes méchants, oui, qui vont faire le mal. Il y a des forces qui vont pouvoir assister ces mages noirs dans leurs œuvres négatives. Mais le diable, dans le sens théologique du terme, de puissance opposée à Dieu, n'existe pas, parce qu'il n'y a rien qui peut s'opposer à la puissance de Dieu. Cette force verte dont on a parlé s'oppose localement pour un temps, parce qu'il y a un afflux de force spirituelle, donc il y a une réaction. Mais c'est la force spirituelle qui provoque cette réaction. Mais n'oublions pas qu'on est ici dans le corps général de Dieu, et que ce phénomène de création de planètes, de création terrestre, et donc d'opposition des forces, est très localisé dans l'espace, c'est sur notre planète que ça se produit, et dans le temps, entre un alpha et un oméga, c'est-à-dire entre la naissance de la Terre et la disparition de la Terre. On a ce phénomène-là. Et Dieu étant éternel et infini, lui, il n'y a rien pour s'opposer à lui. Donc, on peut considérer que sur un plan philosophique, le diable n'existe pas. Les démons ne sont pas. Il y a des forces. C'est comme la force de l'électricité. La force électrique, est-elle bonne ou mauvaise? Est-elle un esprit spirituel ou un démon? Alors, si on s'en sert pour s'éclairer, pour faire marcher les magnétophones, on va dire c'est une force spirituelle, ça nous aide dans notre progression. Non, c'est une force matérielle. Oui, mais si je mets les doigts dans la prise électrique et que je m'électrocute, ça devient un démon. Oui, d'accord. Donc, l'énergie est là, la force est là. C'est à moi de m'en servir et de ne pas mettre les doigts dans la prise électrique et de m'en servir correctement. Tout à fait. Mais on a toujours tendance à dire que les démons, c'est jamais moi, c'est jamais de ma faute. C'est parce que... c'est l'autre. Voilà, c'est toujours l'autre, c'est toujours les forces extérieures qui nous embêtent, c'est toujours, etc. Mais si je suis parachuté en pleine jungle, à Madagascar, et puis que je vois en face de moi un serpent, mais je ne sais pas si le serpent il est bon, il est mauvais, et si moi j'ai la mauvaise attitude, bah, ça deviendra mon démon. Mais si moi j'ai la bonne attitude, je peux peut-être m'en servir pour faire des médecines ou d'une autre façon. Donc c'est mon attitude, c'est votre attitude par rapport aux forces qui vous entourent, qui fait la réussite ou l'échec, qui fait, l'élection ou la perdition. C'est toujours de ma faute à moi, ce qui m'arrive. Ça va prendre des vecteurs, ça va prendre des formes. Il y a des fois des choses qui m'arrivent qui sont là pour me faire prendre conscience. Ce sont des épreuves, parce qu'on s'est aperçu que les forces vertes, c'est vrai qu'elles sont moins spirituelles que les forces rouges. Donc elles, si je fais une erreur, elles ne vont pas me rater. Mais c'est pareil, si j'ai des difficultés, des problèmes, des choses à résoudre, est-ce que je peux changer tous les gens qui sont autour de moi? Non. Non. La seule personne que je puisse changer, c'est moi. Donc, en me changeant moi, bah, je vais travailler différemment sur ce qui m'entoure. Alors, cette force du dragon, c'est la puissance qui va me permettre d'augmenter mes pouvoirs, y compris mes pouvoirs magiques.
pour ça qu'on en parle rarement dans les livres, et que quand ces techniques sont expliquées, elles sont en général expliquées de manière suffisamment symbolique pour ne pas être comprises, et pour ne pas pouvoir être mises en application. Alors on s'aperçoit que dans certaines traditions chinoises, dans certaines traditions tibétaines, dans certaines traditions celtiques ou européennes, on retrouve des pratiques qui sont à peu près les mêmes et qui permettent de travailler sur ces forces d'énergie inférieures. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Y a-t-il des questions là-dessus? Là, on est resté sur le symbolique, c'est logique. Le silence égyptien, ça fait partie. Oui, on va le voir juste maintenant. Tout à l'heure, vous avez dit que le pouvoir était dans les racines, mais il est aussi au niveau spirituel, le pouvoir. Oui, mais il sera plus dans les racines. Les racines vont servir de tremplin pour grimper plus haut, en fait. Ça. Donc, le pouvoir, alors bon, on peut dire qu'il y a deux sortes de pouvoirs, un pouvoir magique et puis un pouvoir spirituel, un pouvoir tellurique, un pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel, ça va être le pouvoir de la compréhension des choses, de la connaissance. Le pouvoir spirituel va nous apporter donc la paix, la connaissance, peut-être la protection, mais c'est assez limité. L'évolution spirituelle, c'est tout. Si on veut pratiquer une opération plus magique, de guérison, de désenvoûtement, etc., on va avoir besoin d'une puissance tellurique. C'est un pouvoir de base. Un pouvoir de base, un pouvoir d'énergie, énergétique, qui va avoir un impact sur le corps. Si c'est un pouvoir trop spirituel, il va avoir du mal à avoir un impact sur le corps, ou il va être obligé de passer par le réservoir tellurique, terrestre. Voilà. Donc, intérêt d'avoir un puissant réservoir terrestre pour que cette puissance spirituelle s'exprime. Quand on magnétise, qu'on soigne une plaie, qu'on va soigner, etc., c'est pas un pouvoir spirituel, c'est un pouvoir. Le pouvoir spirituel, c'est une force intérieure pour moi. Tellurique. Voilà. La puissance spirituelle apporte une évolution. Oui. Mais ça reste là. Si on veut soigner, si on veut avoir une action physique, on a besoin d'une puissance physique. Et c'est logique encore là. Alors, force positive du dragon, pratique du silence égyptien. Alors, la première chose, premier exercice fondamental, dont certains d'entre vous ont déjà l'habitude. Premier exercice fondamental pour entrer en contact avec les énergies, quelle que soit leur nature, c'est d'être vide de soi-même. Oui. Parce que si on est plein, on reprend notre Graal. Hop. En général, on a plein de choses à l'intérieur de nous-mêmes. Plein de pensées, plein de nos petits problèmes personnels, de nos fantasmes, de nos préjugés, de nos tabous, de nos désirs avoués, inavoués, etc. Là-dedans, en général, c'est rempli. Bon. Si je veux y faire descendre des puissances autres, il faut que je vide, ou tout du moins que j'en élimine une partie, pour que les énergies puissent rentrer, pour que les énergies puissent passer. Alors, donc on va voir maintenant la pratique du silence égyptien, que certains ont appelé autrement. C'est un des exercices de base du yoga, de la sophrologie, etc. Alors, première chose, ça va être de fermer les yeux. Donc on commence par fermer les yeux, de manière à se retirer un petit peu du monde extérieur. Oui. Si on ferme les yeux et qu'on se met dans un état de décontraction, voilà, on va avoir des pensées, des images qui vont affluer dans notre mental. Deuxième point, il faut laisser les pensées envahir le mental. Il y a une école
de méditation qui dit qu'il faut arriver à avoir un tableau blanc en face de soi, ou un tableau noir, avoir quelque chose sans ces phénomènes de pensée. Mais si on visualise un tableau noir, on fait une visualisation, que ce soit noir, blanc, ou imaginer la mer, ou autre chose. On fait une visualisation, donc on va encore avoir quelque chose dans notre mental. Ce qu'il faut, c'est arriver à ne plus rien avoir. Donc, première chose, on va laisser les pensées envahir le mental. Et, extrêmement important, troisième point, n'y prêter aucune attention. Donc, ces pensées envahissent le mental, et je n'y prête aucune attention, je les laisse passer. Comment ça fonctionne en général? Je ferme les yeux, et puis je vois une chaise qui passe. Et puis la chaise, elle est en bois. Et le bois, ça me rappelle que c'est vrai qu'il y a eu des tempêtes à la fin de l'année, et puis qu'il y a eu des tonnes et des tonnes de bois, d'arbres qui ont été abattus. Et puis ça me fait penser, oui, pourquoi il y a eu ces tempêtes? Parce qu'il y a eu beaucoup de vent. Mais c'est parce que le climat se réchauffe. Et quelles vont être les conséquences du réchauffement climatique? Et là, une chaise qui est passée devant mon mental, je me mets à partir dans une suite de pensées, dans une arborescence de pensées, qui vont me mener bien loin de ma méditation qui consiste à ne penser à rien. Et ce qu'il faut, c'est couper cet enchaînement des pensées. Donc quand je vois ma chaise qui passe, je n'y prête aucune attention. Et si je ne prête aucune attention à cette pensée, je ne vais pas partir dans tout le cheminement. Mais par contre, si je vois la chaise qui passe sans y prêter d'attention, je vais voir, elle va tout de suite être remplacée par autre chose. Je vais voir un chapeau en paille en face de moi. Et le chapeau en paille, ça me fait penser au soleil, ça me fait penser aux vacances, etc. etc. Ça peut durer hyper longtemps. Et je vais repartir dans un autre délire. Donc, ce chapeau qui passe, je ne dois y accorder aucune attention. Et au fur et à mesure, je vais avoir mon esprit encombré de pensées, bien entendu. Et je vais les laisser défiler devant moi, de manière neutre. Alors pour m'aider là-dessus, je vais essayer également de relâcher mon corps. De manière à, en relâchant mon corps, en détendant mon corps, peut-être par une méthode de relaxation que vous connaissez, ou une méthode de yoga ou autre chose, relâcher le corps. Ça aide à prêter moins d'attention aux pensées. Vous allez également respirer amplement. Sans penser, je dois respirer amplement, mais en le faisant. De cette manière-là, on va en quelque sorte jouer avec la vigilance de notre esprit, et puis essayer de déjouer tout ce phénomène de pensée qui afflue. Et puis si je fais ça, donc ne prêter aucune attention aux pensées, relâcher le corps, puis essayer de respirer amplement, à un moment, il n'y a plus rien. Et au moment où il n'y a plus rien, on est content, et en général on se dit, ça y est, j'ai réussi. Et ça recommence. Donc il faut avoir une espèce de neutralité totale. Bon, on a ça dans tous les exercices orientaux. Neutralité, c'est l'état de non-pensée. Donc c'est pas un état de vide intérieur, c'est un état de non-pensée, de non-être. Et l'endormissement, vous le placez où? Alors l'endormissement vient du manque d'énergie. Parce que c'est vrai que quand je suis dans cet état-là, si je manque d'énergie, à un moment je vais tellement plus penser que je vais me réveiller quelques minutes, quelques heures après en me disant tiens, Tu sais que je suis. Alors il ne faut pas s'endormir. C'est pour ça que là, la respiration peut aider à ne pas s'endormir. Si on fait cet entraînement le soir après une journée de travail, on ne va pas y arriver. Il faut faire plutôt cet exercice le matin. Donc ça, c'est la porte d'entrée pour tout rituel, pour toute pratique énergétique. Dans les arts martiaux, si on arrive à être vide intérieurement, à être comme un miroir face à l'adversaire, on sait que l'adversaire va donner un coup de pied, un coup de poing, va faire telle ou telle chose. Donc si on le sait, on peut réagir comme un miroir, sans penser. C'est notre mental qui va nous gêner, nous, dans notre société, dans notre civilisation. Alors notre mental, il faut arriver à être capable de le déconnecter,
Mais d'un autre côté, il ne faut pas faire comme certains yogis hindous, s'asseoir et regarder les vaches passer, et puis plus rien faire. Parce que déconnecter le mental, c'est bien, mais il y a des moments où on va en avoir besoin. Donc toujours l'équilibre, c'est un outil qu'on va devoir utiliser. Donc on va le déconnecter totalement dans certains cas, et on va le reconnecter complètement, plus que ce qu'on a éventuellement aujourd'hui, dans d'autres situations. De manière à grandir, à avoir nos armes. Alors, pratique du silence égyptien. Alors, une petite notion de sophrologie, c'est que détendre le corps, ça permet de détendre l'esprit, et détendre l'esprit permet également de détendre le corps. C'est pour ça que dans tous les exercices de relaxation, on joue sur l'aspect de relaxation mentale et relaxation physique. Bon, on n'y va pas trop s'apesantir là-dessus parce que c'est pas l'intérêt du stage. Alors maintenant, le rituel du grand dragon ou du petit dragon. Il faut le nommer rituel du petit dragon. Parce que le petit dragon, ça va être nous en fait. On va essayer de devenir un petit dragon. Les grands dragons étant plutôt les égrégores telluriques issus de l'esprit des animaux. Parce que eux, ils sont beaucoup plus puissants. Alors on peut dire aussi, quand on parlait tout à l'heure des forces rouges et des forces vertes, que le dragon d'or, ça va être les forces spirituelles rouges, et que le dragon d'argent, ça va être les forces telluriques d'en dessous. Puisque l'or et l'argent sont les symboles des forces spirituelles et matérielles. L'or, c'est le spirituel, l'argent, c'est le matériel. L'or, c'est le soleil, l'argent, c'est la lune. Et on reviendra là-dessus plus tard, parce qu'on jouera peut-être demain avec le soleil et la lune. Alors, je vais avoir besoin d'outils. Cette technique de captation des énergies est une technique dans laquelle la respiration va nous servir de pompe. On va pomper les énergies. Comme on veut pomper les énergies telluriques, nous savons que ces puissances, au niveau planétaire, si on a le nord ici et le sud en bas, les énergies telluriques vont nord-sud et sud-nord. Donc on va se placer tête au nord et pied au sud. Donc, tête au nord, les pieds au sud. Pour être en contact avec ce tellurisme, on va s'allonger par terre, de manière à ce que la colonne vertébrale, qui est l'axe de notre corps, soit en contact avec le sol. Notons que dans certains rituels en Afrique, pour justement que l'initié boive le tellurisme, on lui place un serpent dans le dos, sur la colonne vertébrale. En général, un gros serpent, parce que plus il est gros, plus il y a d'énergie. De manière à transférer l'énergie, justement, de cet animal sur la personne. Bon, nous, on va pas faire ça. Non, on n'a pas de serpent là. On n'a pas de serpent là, j'en ai pas, mais c'est dommage. Et puis bon, après, on aurait la SPA sur le dos, la Société protectrice des animaux. Des serpents. Donc, on va s'allonger pour avoir la colonne vertébrale en contact avec le sol. On va étendre nos mains. De manière à avoir la prise maximale. Et là, on va travailler sur les techniques respiratoires. La main droite est la main d'entrée des énergies. Attendez, je fais une erreur, pardon. La main droite, en général, est la main de sortie des énergies. C'est pour ça qu'on donne la poignée de main à droite. Hein, c'est le contraire. Donc la main droite, c'est la main de sortie des énergies. Donc c'est la main active. Et la main gauche est la main d'entrée des énergies. C'est la main qui va être plus réceptive. Mais si on fait rentrer les énergies par la main gauche et qu'on les fait ressortir par la main droite,
on a fait une bonne respiration, mais on ne les a pas accumulées en soi. Le but de cet entraînement va être d'accumuler les puissances à l'intérieur de mon corps. Donc, on va tenter de bloquer la sortie des énergies et d'amplifier l'entrée. Pour cela, nous allons utiliser... Je vais changer de tour. Des ciments. Pour ça, on va utiliser des métaux. Presque des aimants. Ça, moi j'ai très bien, oui, c'est vrai. J'ai mal aux mains. Pour bloquer la sortie des énergies, on va utiliser une boule de plomb. Alors, je n'en ai pas ici. Enfin, j'en ai une. Je ne peux pas vous la donner. C'est la mienne. Vous trouverez facilement des boules, je dirais un plomb, chez un magasin d'articles de pêche. Oui, on va y vous aller. prenez un plomb qui fait 200 grammes, 200-300 grammes. Bon. Et puis, même si ça n'a pas la forme d'une sphère, vous avez une espèce d'ogive et vous pouvez la garder dans le poing. Donc ça, c'est une espèce de boule de plomb, Oui. à peu près de la taille d'une balle de ping-pong. C'est bien, mais plus on a des mains importantes, plus on va pouvoir avoir un objet important. Hein. Il n'y a aucune dimension sacrée là-dedans. Ce qui compte, c'est d'avoir du plomb d'un côté et du fer de l'autre. Donc le plomb bloque les énergies. C'est pour ça que le fer va permettre, voilà, très bien, va permettre d'accroître, d'accumuler, enfin, d'attirer les énergies de nature tellurique. On sait aussi, pour ceux qui ont un peu étudié l'arbre de la Kabbale, que le fer, c'est le métal de Mars, et Mars est la planète de l'énergie. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on va utiliser du fer. Alors, là, on a des plombs de pêche, par exemple. Bon, c'est bien. Un peu plus gros, ce serait un petit peu mieux. Je peux ajouter que ça se fondrait rapidement Mais dans oui. une boîte de conserve et ajouter une flamme. Oui, bah oui, bien sûr, Voilà. sur votre gaz. Sur votre gaz. Ça fond très rapidement. Oui, oui, tout à fait. Ah, vous avez trouvé de sacrés plombs. Bon, alors après, voilà, si on veut fignoler l'exercice, ben on va se faire un petit moule en plâtre autour d'une balle de ping-pong. Oui. Et on va faire un trou dedans et puis on va couler du plomb dans une casserole. Alors attention, le plomb fond quand même à 300 à 400 degrés, donc Oui. c'est très chaud, mettez pas les doigts dedans. Non. Prenez toutes les précautions d'usage, hein, l'extincteur, etc. Oui, oui. De manière à éviter tous les risques. Mais vous fondez votre plomb, vous le mettez dans le moule et puis vous sortez une balle, une petite boule de plomb. Alors donc, le plomb dans la main droite, la plaquette de métal, de fer, dans la main gauche. Alors, qui n'a pas de plaquette de fer? Voilà. Voilà. Deux. Tiens, tu passes à... Puis c'est pareil qu'on soit droitier ou gaucher. Droitier ou gaucher, c'est pareil. Voilà. Donc, tu as amené ta plaquette. Jean, tu as ta plaque aussi? Ouais, tout ce qu'il faut. Ok, Étienne, c'est bon. Alors, on va tout à l'heure faire l'exercice ensemble. Elle est meilleure, celle-là? Ah, celle-là est... Oui, parce que j'ai... C'est la même? Non, non. Oh, moi c'est la même. Hein. Alors, les plaques, il vaut mieux toujours utiliser les mêmes outils parce qu'ils vont finir par se charger doucement de votre énergie. Oui. Donc, faut pas trop les changer. passer au voisin, quoi. Bon, moi j'ai commencé avec une petite plaque qui était plus petite que celle que je vous donne aujourd'hui. Oui. Malgré le fait que celle-là soit plus grande, j'aime bien Elle la est mienne. plus maniable. Non, elle n'est pas plus maniable, mais elle est chargée parce que j'ai fait des centaines, si je calcule, ça doit être des milliers d'exercices de respiration dessus. Donc, elle doit rayonner. Ouais. On va essayer même, tiens. Alors, ces instruments-là, vous allez les garder longtemps, très 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 longtemps. Là. Je voulais vous faire voir aussi autre... Oh là. Ça chauffe. Donc, moi je vois les rayonnements de vision. Alors, je m'en suis fait faire des très très belles, les petites plaquettes de métal pour faire les respirations. Ah, c'est carrément des petits lingots. Et la boîte
qui va avec. Tellement bien que... Ils sont très bien sortis. Je les utilise tellement souvent que ça reste coincé. Alors là, c'est de l'acier doux. Alors oui, en quoi ça doit être fait? Donc le mieux, c'est du fer doux. Ou de l'acier doux, parce que le fer naturel, on a du mal à en trouver. Alors ça, c'est carrément le lingot. Vous pouvez vous le passer. Chargé. Et la boule, elle doit être chargée aussi, parce qu'elle sert de blocage. C'est quoi qu'il y a dessus? Qu'est-ce qu'il y a comme produit dessus? Elle a été légèrement trempée à l'huile. Chauffée et trempée dans l'huile. Un huile. Dans l'huile. Justement parce qu'autrement ça risquerait de rouiller, d'oxyder assez rapidement. De l'huile végétale? Bon oui. Oui, de l'huile végétale. Oui. Bon, alors à vous de trouver ce qui vous correspond, hein. Il y a plusieurs options. La plaquette que vous avez est très bien. Bon, je te renvoie. Comment? Pour les stages. Ah oui, c'est plus, Pour montrer. c'est plus difficile. Mais quand on commence, c'est pareil pour un rituel, quand on commence avec une certaine façon de travailler, certains instruments, on a une charge qui reste dans les instruments et... Ah oui, elle a des énergies aussi, oui, elle doit être chargée aussi. Et je l'utilise de temps en temps. Alors des fois, quand je mets les deux, ça je me dis, je vais avoir 2 fois plus de force. Bien. Alors, 3 phases à notre exercice d'entraînement. Première phase, donc on est assis, enfin on est allongé par terre, donc de cette manière-là, droit écarté vers le ciel, et on va commencer des respirations et une visualisation. Alors, les yeux sont fermés. Je visualise en inspirant par le nez, donc on inspire par le nez, en même temps qu'on va visualiser une force, une énergie lumineuse, blanche, qui rentre par les narines et qui va emplir tout votre corps. Donc on visualise une force qui entre par les narines pendant l'inspiration et qui remplit notre corps d'une lumière blanche, d'une énergie lumineuse et avec aucune couleur. Alors, certaines personnes préconisent dans cet entraînement d'accumuler ces énergies au niveau du chakra du cœur. C'est une mauvaise interprétation des textes. Les textes originaux, les traductions de textes chinois, parce que ça nous vient de là-bas, disent qu'il faut concentrer cette énergie au cœur de soi-même. Et certains ont mal traduit au chakra du cœur. Si on le fait 2-3 fois, ça n'a pas d'importance. Si on le fait des dizaines et des centaines de fois, on finit par stimuler un peu trop le cardiaque. Donc, à ne pas faire. De la même façon, il y en a qui disent qu'il faut accumuler une énergie colorée, de telle couleur ou de telle couleur. Je vous conseille une énergie blanche, c'est-à-dire neutre, ayant toutes les couleurs en elle, de manière à ne pas se déséquilibrer sur le plan de ces énergies élémentales, c'est-à-dire de ces énergies liées au feu, à l'air, à l'eau ou à la terre. Imaginez que ça se remplit comme un verre. Ça se remplit comme un verre, voilà, une énergie lumineuse qui rentre. À l'inspiration. Expiration. On expire par la bouche. Expirer par la bouche, et on va prononcer un vocable, un son, qui va être A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. On va le prononcer de la manière suivante. Donc on inspire. Je réinspire.
vocable que je vais prononcer lentement et que je vais vibrer. Ça doit me faire vibrer la cage thoracique, ça doit partir du ventre, ce vocable. Donc il faut le vibrer. Et plus vous allez sentir, quand vous le prononcez, des vibrations, mieux ce sera. Pour plusieurs raisons. Ça va vous disponibiliser au niveau des énergies, ça va vous faire entrer dans un état de conscience un petit peu différent, et ça va également vous entraîner à la prononciation des vocables, des mantras, des voyelles d'appel, etc., etc. Donc, A, E, I, O, U. Je réalise ça pendant 10 minutes. Pendant cette première phase, je n'ai ni la boule de plomb dans la main, ni la plaquette. Ces deux instruments sont posés à même le sol, à côté de mes mains. Paume des mains vers le ciel. Ensuite, deuxième phase de l'exercice. Nous le ferons ensemble tout à l'heure, donc on le fera peut-être plusieurs fois pendant le séminaire, ce qui vous permettra de bien vous caler sur la méthode. Deuxième partie. Je prends la boule de plomb dans mon poing droit et je ferme le poing droit. La plaquette de métal est posée sur les doigts de la main gauche. Donc boule de plomb dans la main droite, plaquette de métal posée sur les doigts de la main gauche. Les doigts de la main gauche sont ouverts. Donc main droite fermée pour empêcher la sortie des énergies, main gauche ouverte pour laisser entrer. Boule de plomb dans la main droite pour fermer les énergies et plaquette de fer dans la main gauche pour laisser entrer les énergies, pour les attirer encore plus. Et là, je vais commencer à ouvrir les yeux. Donc, on ouvre les yeux. Je me mets en état de silence égyptien, c'est-à-dire état de non-pensée. Je ne visualise plus rien, plus de lumière, plus rien. Je me mets en état de vide complet. Et je vais commencer des respirations. Alors, je vais également ramener les pieds vers les fesses. Donc, plier les genoux de manière à avoir la plante des pieds bien à plat sur le sol, mais les jambes pliées. Les yeux ouverts. Et là, on va commencer à pomper. Comme pour ceux qui regardaient cette fantastique émission de télévision à l'époque, comme les Shadocks, on va pomper. Donc, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Alors, selon nos capacités respiratoires, selon notre entraînement, on ne va peut-être pas avoir le même rythme. Il y a deux possibilités. Soit vous allez respirer de manière violente par le ventre. Ça va faire... Il va falloir durer... On fait la locomotive. Voilà, on fait la locomotive. Mais ça dure un certain temps. Donc, si on peut le faire à la locomotive pendant 30 secondes, au bout de 5 minutes, ça va devenir difficile. Autre possibilité, des respirations lentes, des respirations, dirons-nous, profondes. Ça va faire... Il ne faut surtout pas s'endormir pendant l'exercice. Il faut être capable de faire durer l'exercice suffisamment longtemps pour enclencher le phénomène d'absorption des énergies telluriques. D'un autre côté, il ne faut pas se rendre malade, avoir un point de côté et puis arrêter au bout de quelques temps. Donc, il faut adapter votre technique à votre physiologie. Au démarrage, il faut peut-être mieux respirer gentiment et puis accroître la rapidité. Vous allez capter de l'énergie tellurique en fonction du volume d'air que vous allez prendre dans vos poumons. Donc, on n'est pas dans une respiration yogi qui sera la plus lente possible,
complète et lente, c'est-à-dire d'inspirer tout doucement, commençant par gonfler le ventre, après gonfler les côtés des poumons, après le haut des poumons, très 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 lentement pendant 30 secondes, et après expirer tout doucement, parce que là on ne captera pas assez de puissance pour ce que nous, on va vouloir en faire. On va en fait capter, accumuler le plus possible de volume d'oxygène durant l'exercice. Mais sans forcer. Spécialement. Voilà, sans forcer spécialement, en se forçant un peu quand même, sans aller au-delà de ses propres limites physiologiques. C'est surtout ça. Oui, sans se faire du mal. Sans se faire du mal, voilà. Mais d'un autre côté, si on Un petit peu. dort, alors en général, dans cet exercice, quand on le fait ensemble, il y a Bernadette qui passe dans les rangs et qui réveille ceux qui s'endorment. Parce qu'il faut se faire un peu violence quand même. Hein. Moi, je dormais pas. Faut se faire un peu violence parce que il faut trouver le juste équilibre. Cette deuxième phase dure entre 5 et 10 minutes. Donc il faut se faire 10 minutes ou 5 minutes de... Ça, c'est pas simple. C'est pas simple. Et ça, le matin, Matin, midi et soir. On va voir ça tout à l'heure. Tu vois, quand je te l'ai dit. On va voir le rythme tout à l'heure. Bon. C'est 5 vrai minutes que... de loco, moi je vais mettre de Bon, locomotive. parce que plus on va s'entraîner et plus on va accumuler de force. Mais là encore, le juste équilibre. Quand on débute, je ne vous conseille pas de le faire 3 fois par jour. Parce que vous allez vite arrêter, vous allez vite être dégoûté. Faites mieux au démarrage 1 fois par jour. Oui. Bon, mais là, on en est qu'à la deuxième phase de l'exercice. Troisième partie. Une fois que vous avez bien accumulé de l'énergie. Oui, question? Vous pouvez parler un petit moment du silence égyptien au moment où on fait le passage entre Oui. le vocal et le soufflé. Oui. Et ce silence égyptien, vous le faites c'est assez rapide. Non, ce silence égyptien, ce vide intérieur dure toute la durée maintenant de l'exercice. Donc pendant les 10 minutes, il faut arriver à faire ces respirations en ne pensant à rien. Alors, un petit souci qu'on a, même les locaux. oui, il faut arriver à penser à rien. Mais on va mieux oxygéner notre cerveau en faisant ça. Donc les pensées seront plus vives. Et ce sera plus difficile de penser à rien en oxygénant le cerveau. On y arrive. On y arrive quand même. On y arrive, hein. On y arrive. L'entraînement, là je vous l'explique. Je vous explique l'aspect idéal. Moi j'ai mal de côté. Oui, On le alors ça fera, va peut-être on l'a être- pour les quelques premières fois ou les quelques dizaines de premières fois, on va le faire mal. On va pas le faire comme il faut. Mais ce sera quand même efficace. Il y a une épine. Troisième partie. Donc, le point droit va se positionner sur l'épaule gauche. On va croiser tous les méridiens, après tous les... La main gauche avec la plaquette sur l'épaule droite. On croise les chevilles Et on ferme. et on continue. Entre 5 et 10 minutes. On va le faire 5 minutes tout à l'heure. Il y a le plomb là. Donc, voilà. Moi, j'ai pas- Les métaux restent dans les mains. Le poing droit fermé vient se placer sur l'épaule gauche. La main gauche ouverte, qui tient la plaquette de métal, vient se poser ouverte avec la plaquette de métal sur l'épaule droite. Les jambes sont toujours pliées, plante des pieds bien à plat sur le sol, chevilles croisées maintenant. Qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On croise les énergies. On empêche toutes les sorties et également les entrées. Et on va brasser, on va faire circuler l'énergie qu'on a accumulée durant la deuxième phase. Donc on a en quelque sorte 3 phases. Première phase, préparation, disponibilisation des énergies, préparation de la visualisation. Deuxième partie, pompage des énergies. Et troisième partie, circulation des énergies. Pourquoi on ne visualise pas l'énergie qui rentre dans la deuxième partie et dans la troisième partie? Vous vous êtes des fois rendu compte que quand vous vous levez le matin, si vous entendez une musique à la radio, des fois cette musique va trotter dans votre tête toute la journée. Bon,
Là, c'est le même phénomène qu'on va utiliser. On fait la visualisation dans la première partie, qui est une partie mentale, et après, on ne pense plus à rien, de manière à ce que cette visualisation passe au niveau de l'inconscient et continue son œuvre sans qu'on ait à s'en occuper. Et ce sera plus efficace de cette manière-là que si on continue à penser à absorber de l'énergie. Donc, troisième partie, hop, on est à la fin, comme ça. Et des fois, on est un peu bloqué, un peu dans une situation un peu curieuse. On ne se relève jamais brutalement. Donc, on peut dire quatrième partie, arrêt de l'entraînement. Donc, on va commencer par arrêter sa respiration. On va décroiser doucement les mains. En général, on laisse tomber la plaquette. On décroise les mains, on allonge les bras le long du corps, nous décroisons les jambes, nous les allongeons, et nous restons quelques minutes, ça peut être 5 minutes, ça peut être un petit peu plus, nous restons quelques minutes allongés sans bouger, parce que le corps a subi une arrivée, un apport d'oxygène dont il n'a pas l'habitude. On peut avoir la tête qui tourne, on peut avoir un certain nombre de phénomènes. Bon. Cet exercice, si vous sentez à un moment que vous commencez à avoir de plus en plus de sensations, ça peut être du picotement, ça peut être tout un tas de choses, vous ne le poussez pas trop loin quand même. Quand vous avez les sensations, et si vous sentez que ça devient trop fort, vous arrêtez l'exercice, il a atteint son but. Parce que vous vous êtes accumulé l'énergie que vous pouviez accumuler. Donc vous arrêtez, et puis vous détendez doucement. Donc, après, vous commencez par vous relever sur les coudes, sans vous asseoir directement. Après, vous vous asseyez. Et quand vous sentez que ça va, vous commencez à vous relever, mais lentement, sans à-coups, sans brusquerie. Parce que, surtout les premières fois, vous serez quand même dans un état un peu particulier, un peu bizarre. Et moi, ça m'arrive toujours, il y en a d'autres là qui font aussi la respiration. Bon, même quand on l'a fait des centaines ou des milliers de fois, on ne va pas se relever brutalement. Parce qu'on a poussé l'exercice, parce qu'on est dans un état, des fois on peut être à moitié dédoublé, on peut avoir, j'ai eu des fois des gens aussi qui avaient la sensation d'être collés sur le sol, voire d'avoir des racines qui poussaient dans le dos et qui s'enterraient dans le sol. Et c'est très curieux, à ce moment-là on ne peut pas se relever parce qu'on va tout arracher sinon. Ah oui, d'accord. Donc il faut y aller, revenir à soi doucement. Petite question, Oui. pourquoi on n'inspire pas par la bouche aussi, pour faire rentrer plus d'air? Je pense qu'il y a un phénomène, bon, en yoga on trouve ça, il y a des inspirations qui sont par le nez parce que ça va sans doute stimuler certains centres énergétiques. Bon, après bon, on a aussi des techniques de respiration alternée ou autres, c'est pour stimuler certains centres, certains nadis qui permettent de mieux accumuler à ce niveau-là. Oui. Mais par contre, si on est enrhumé, on peut le faire, on va le faire par la bouche. Ok, bien sûr, non. Ce qui compte en fait dans cet entraînement, c'est de le faire. On va au démarrage de toute façon le faire mal. Et il vaut mieux le faire mal que de ne pas le faire. Oui. Ça, c'est la règle absolue. Aujourd'hui, vous n'avez pas forcément de boule de plomb. Mais vous allez faire quand même l'exercice. Il y a un instrument qui est indispensable aussi pour ce genre d'entraînement, c'est la boussole. Voilà, pour ne pas perdre le nord. Cet exercice, vous allez le faire chez vous, dans un endroit que vous aimez bien, mais au beau jour, il est préférable de le faire dans le jardin, dehors. Ah ben, faut pas qu'il y ait le voisin, parce qu'alors, il lui donnerait 5 ans. La marche, Ça y est, on est devenu folle. On avait des doutes, mais maintenant on est sûr. Donc vous pouvez le faire dans votre jardin. Non, j'irai loin. Dans un appartement où il y a quelqu'un en dessus, au-dessus. On va le faire dans l'appartement. Vaut mieux le faire que ne rien faire. Rien du tout. Ça c'est toujours. Moi je l'ai fait très longtemps. Du voisin en dessous. Je l'ai fait très longtemps dans une cave. Bon, c'est pas le meilleur lieu, Non, ça sûr. mais ça fonctionne. Non, c'est vrai que la peur des gens de faire dans des... Oui, c'est vrai que ça gêne, hein, ça gêne. Un peu Hein. l'angoisse des gens en dessous, est-ce que ça les atteint pas quand on fait des choses comme ça? Est-ce que ça dérange personne? Au bout d'un certain temps, moi j'ai eu le cas d'un ami, d'un jeune qui faisait, de temps en temps, il faisait ses exercices de respiration.
farce. Il arrêtait, il recommençait, il arrêtait, il recommençait. Bon, puis un jour, il a une voisine, sa voisine d'en dessous. Bah, elle était tout le temps là avec le balai. Boum, boum, boum. Ah, la télévision. Et puis, bon, C'est une drôle de télévision. elle attendait qu'il fasse le moindre bruit, qu'il bouge quelque chose. Ça y est, pour commencer à faire boum, boum, boum avec son balai. Alors, il en a eu marre, il s'est dit, bon, je vais lui faire quelques exercices de respiration à celle-là. Bon, on va arranger le problème. Il a fait des respirations pendant une quinzaine de jours. Puis bah, la dame est partie. Aïe, aïe, aïe. Ça déclenche l'agressivité peut-être quand même. Ça, Les mettre du sous-sol des gens se réveillent un petit coup. c'est-à-dire que on va gonfler notre aura. On va être plus puissant, nous. Oui, voilà. Bon, si quelqu'un nous gêne, Oui, c'est lui qui s'en ira. il va être plus gêné que nous, hein. que nous. Comme dans les cabinets de soins, quand on peut déclencher en face des choses avec les voisins, à certains moments. quand Oui, on- oui, voilà, ça va. Et ce qu'il va falloir, c'est créer justement un potentiel d'énergie. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour. Pour l'autre. Ça peut être dangereux pour les nuisibles, je dirais, pour les gens qui sont là vraiment pour nous ennuyer, pour nous embêter, parce qu'on a plus de force. Si vous êtes super gonflé et que quelqu'un. C'est pas nuisible parce qu'on va maîtriser après cette Je énergie. pense qu'il vaut mieux parce que Non, parce que Oui. C'est pas marrant quand même. ça peut plaquer au mur. Oui, oui, tout à fait. Des énergies telluriques. Là, on capte des énergies telluriques. Parce que c'est quand même de l'air, c'est quand même dans l'air. C'est un moyen, bien sûr, on capte, il y a des choses qui sont mélangées, il y a une partie de prana, il y a une partie... Mais ce sont quand même des énergies qui vont être de nature plus tellurique, parce que c'est un exercice physique. Alors, l'idéal, c'est d'aller faire cet entraînement à côté d'un menhir, ou sur un lieu réputé tellurique. Ah bah oui. Mais je vous déconseille de le faire au début, parce que On en prendrait trop. dans votre appartement, vous allez pouvoir faire un exercice qui va durer 30 minutes, mais si vous allez sur un lieu tellurique en extérieur, Vous faites pas au bout de longtemps. 5 minutes, vous allez arrêter parce que vous allez être complètement... vous allez fourmiller de partout, vous allez sentir les Oui, énergies. on m'entend, oui. Ah non, t'as déjà... Autre chose, Non. autre chose. Plus on va être sensible, médium, intuitif, etc., et plus on va avoir de sensations. Donc, certains vont le faire 3 fois par jour sans rien sentir, et puis d'autres, au bout de 10 minutes, une seule ça va séance, mais ça fourmiller suffit. partout et ça va suffire. Donc, c'est à chacun de trouver son équilibre, là encore. Excusez-moi, Oui. les douleurs que ça provoque quelquefois au niveau des articulations, vous en pensez quoi? Au niveau des articulations, Quand l'énergie passe, que ça Alors. peut faire des douleurs au niveau articulation. Ça vient de quoi? faut voir. Normalement, non. Ça peut être des crispations, des blocages. Les articulations, Oui, c'est parce qu'on est trop raide, on est trop rouillé. dans la, Non, je te comprends. ça aide. Moi, j'ai un monsieur, pour donner un contre-exemple de ça, j'ai un monsieur qui n'est pas là, Claudius, bon, parce qu'il vient à tous les stages, puis celui-là, il l'a déjà fait. À chaque stage, je parle de la respiration et j'explique qu'il faut le faire, qu'il faut le faire, qu'il faut le faire. Et puis au bout de je sais pas, 6 mois, 9 mois, peut-être 1 an qu'on se connaissait, il s'est dit mais pourquoi Bernard il en parle tout le temps? Moi je n'éprouve pas le besoin. Et puis il avait un problème au niveau de la hanche. Bon, il a eu un grave accident et puis sa hanche, à chaque fois qu'il y avait de l'humidité, ça le faisait souffrir, etc. Il a commencé à faire cet entraînement. Oui. Au bout de 3 jours, il avait plus mal à la hanche. Donc Ça peut l'articulation, être mauvais. elle avait... tac. Bon, La alors, menace. je sais pas, mais ça y a débloqué quelque chose. Bon, à ce niveau-là. Donc je pense que normalement, au niveau des articulations, ça ne doit pas faire souffrir, ça ne doit pas faire de mal. À part si on bloque, quoi. En médecine chinoise, on dit que les genoux, les coudes, les articulations, c'est le mental, c'est le métal, c'est donc notre Ah. mental. Ah bah dis Alors, donc, alors moi le mental, bonjour alors. Ça pourrait, attention, Subtil. si c'est une cause énergétique, ça pourrait être dû au mental qui ne veut pas accepter quelque chose. Tout à fait. Le mental dit non, Oui. et ça fait mal au coude ou au Oui, genou, oui, oui. parce qu'il bloque. Donc il faudrait trouver la raison, casser le mental pour que les énergies puissent Circuler passer. comme il faut. Dans le cas d'un phénomène somatique. Oui, d'accord. Mais on peut aussi avoir l'arthrose parce que